something for you, Mr. Bond? Just a drink. A martini, shaken, not stirred. I admire your luck, Mr. Bond. James Bond. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Alex et bienvenue dans le Saloon. Qui dit nouvelle année dit forcément nouveau contenu et nouveaux projets. Voici donc venir un nouveau format pour ce début 2020, j'ai nommé le Vodka Martini qui, comme vous l'aurez deviné, on en est certain, présentera chaque semaine un film de la saga James Bond 007 jusqu'à la sortie du 25e, No Time to Die, qui arrivera sur nos écrans le 8 avril prochain. Pour ce premier épisode, j'accueille Thibaut Ducret. Salut Thibaut. Salut Alex. Alors commençons avec toi Thibaut, donc par le commencement, en parlant du tout premier James Bond. Il est sorti au cinéma en 1962, réalisé par le Britannique Terence Young, avec l'inoubliable, bien sûr, Sean Connery en agent 007. Le film s'appelle Dr No, et comme je sais que tu adores ça Thibaut, présente-nous donc le contexte, l'origine mais tu me connais bien. de cette adaptation des bouquins de Ian Fleming sur grand écran. Comment ça s'est fait au départ ? Alors écoute, au départ, puisque comme tu le mentionnes si bien, c'est toujours bien de commencer par le début. Bah oui. À la base, j'espère l'apprendre à personne, James Bond, c'est une série de romans écrite par Ian Fleming, qui est lui-même un ancien espion en fait, qui s'est reconverti en écrivain et qui a débuté cette série par le roman Casino Royale, qui sera adapté bien des années plus tard, qui a été publié en 1953. Et le film Dr No de 1962, d'ailleurs, c'est pas exactement la première adaptation de Bond, puisqu'on avait eu justement une adaptation en téléfilm de Casino Royale en 1954, avec dans le rôle de James Bond quand même Barry Nelson. Est-ce que tu sais qui est Barry Nelson ? Pas du tout, non. Eh bien, c'est le directeur de l'hôtel dans Shining. Ah, mais donc voilà, c'est pas vrai. C'est lui qui a joué la première fois Bond à l'écran, sur le petit écran pour le coup. Petit écran, voilà. ouais. Et ensuite, alors j'ai pas eu l'occasion de voir cette adaptation, mais d'après ce que j'ai compris, c'était vraiment pas terrible et assez oubliable et vite oublié d'ailleurs. Mais en parallèle, la série des bouquins de Fleming, elle connaît quand même un assez gros succès en Angleterre, donc forcément, ça finit par attirer le cinéma. Et ce premier film... Ça commence aussi aux États-Unis, pardon. Les bouquins commencent aussi à s'exporter, aussi, absolument. À s'exporter, ouais, tout à fait. Et du coup, on a deux producteurs qui vont s'associer. Harry Saltzman, qui réussit à obtenir les droits des romans auprès de Fleming, et Albert Broccoli, qui lui rêve justement d'adapter cette série de bouquins en film et de créer une méga franchise avec ça. Et donc, les deux vont s'associer et fonder la société Eon Production, donc EON, qui est l'acronyme de Everything or Nothing. Donc ça pose déjà un petit peu le plan d'attaque des deux compères. Et donc il lance ce premier film avec le soutien financier de United Artists. Et en fait, il devait commencer par adapter Opération Tonnerre. Mais pour une question de droit sur laquelle on aura l'occasion de revenir dans un des futurs shots, eh ben, ils ne pouvaient pas le faire, et du coup, ils choisissent Dr No, qui est le 6e livre dans la série de Fleming, et ils en tirent une adaptation assez fidèle. Donc, pour resituer le pitch, on a au début des agents secrets qui disparaissent mystérieusement en Jamaïque. En parallèle, des lancements de fusées à Cap Canaveral sont perturbés par des ondes radio d'origine inconnue, et donc le MI6, le service secret britannique, envoie son agent James Bond sur place pour enquêter, et il va donc remonter la piste du mystérieux Dr No, le méchant du titre, qui est un scientifique reclus qui vit sur une île au large de la Jamaïque et qui pourrait être lié à tout ça. Alors si Saltzman et Broccoli choisissent Dr No, c'est aussi pour une autre raison, c'est le budget qui est très faible en fait pour l'époque, pour faire un film d'espionnage, film d'action aussi. Il s'élève à $1 million, et à l'époque c'est vrai que c'est assez peu pour un film avec une ambition pareille. Et en fait ils choisissaient Dr No aussi parce que ce roman ne demandait pas, comme les autres, de scènes trop spectaculaires, etc. Ça restait un bouquin un peu plus intimiste. Ouais, un peu plus centré. À part quelques scènes à Londres au début, on a un seul lieu qui est la Jamaïque. Comme tu le dis, on a un scénario assez simple avec peu de grosses scènes d'action et de grosses scènes à effets spéciaux. Et ça permet justement, en choisissant ce livre-là, comme tu le dis, de faire un film à petit budget. Et c'est ça qui est intéressant à rappeler. C'est aussi pour ça que Saltzman et Broccoli vont aller chercher Terence Young, qui est un vétéran de la série B. Il a fait pas mal de films de guerre avant ça, mais à petit budget justement.
justement. Et il faut le rappeler, au départ, James Bond, alors maintenant c'est la méga franchise, mais au départ c'est vraiment de la série B, mais dans le sens noble du terme, c'est-à-dire que c'est des petites productions avec peu de moyens, mais avec des vrais artisans qui savent rentabiliser ces faibles moyens et justement viser l'efficacité. Et ce premier film, c'est clairement ça, on est dans l'efficacité pure et dure. Complètement. Et puis ce qui est assez propre à pas mal de sagas de la pop culture comme ça qui ont marqué le cinéma et la culture populaire, c'est qu'au début personne n'y croyait non plus, alors que ça a rencontré un succès énorme et surprise d'ailleurs. Il a remporté 60 millions de dollars pour un budget d'1 million. C'était vraiment cette surprise-là à l'époque. Et puis ce qui est fou aussi, c'est que Terence Young, lui, il est complètement habité en fait. Je pense que c'est ça qui marche aussi. Tu parles d'efficacité et il y a aussi tous les codes en fait de James Bond qui sont posés dès le départ et qui sont véritablement incarnés. C'est-à-dire que le réalisateur s'approprie vraiment en fait l'œuvre de Fleming, et je pense que c'est ça qui participera aussi à rendre ce personnage iconique au cinéma par la suite. C'est vrai, c'est effectivement Terence Young qui va vraiment beaucoup participer à forger la saga James Bond. Il a réalisé 3 des 4 premiers films et c'est aussi lui qui va vraiment orienter le personnage principal, puisque à l'époque Sean Connery il est complètement inconnu. Il a fait quelques films avant, dont 1 ou 2 avec Terence Young, mais on ne sait pas qui c'est à l'époque. Et lui-même, je crois, a assez peu confiance en lui et en sa capacité à s'approprier le rôle. Et c'est Terence Young qui va l'aiguiller, qui va vraiment lui dire comment construire le personnage. Et on a, comme tu le dis, un film qui déjà pose toutes les bases, ou en tout cas une majeure partie des bases de ce que sera la franchise. Là, on a affaire vraiment à un vrai film d'espionnage avec une enquête, des espions déguisés qui observent le héros de loin, des filatures, des tentatives d'assassinat, des agents démasqués qui avalent des pilules de cyanure. Enfin, vraiment les codes classiques du film d'espionnage. Le petit plus, c'est qu'on a un cadre exotique, on est à la Jamaïque. Mais sinon, on a un film qui pose effectivement les bases de la franchise. On a déjà tous les éléments qu'on retrouvera par la suite. Moneypenny, M, le MI6, c'est là qu'il reçoit au début du film son Walter PPK qui sera son arme dans toute la franchise. On n'a pas encore les gadgets, ça ce sera dans le film suivant. Ouais. Mais sinon, c'était aussi un bouquin intéressant à choisir, je trouve, pour ouvrir la franchise, parce qu'on mentionne déjà le Spectre, cette organisation terroriste qui sera la menace principale des premiers films. À travers plus tard avec les films avec Daniel Craig. Exactement, mais je trouve que contrairement justement à l'ère actuelle qui essaye de réintroduire ça un peu au chausse-pied, je trouve, ces premiers films construisent déjà un peu un fil rouge avec le Spectre de manière plutôt subtile et plutôt cohérente d'un film à l'autre. Là, on mentionne l'existence de cette organisation à travers le Dr No, mais c'est par la suite qu'on viendra vraiment à la découvrir. Et sinon, pour le reste, on a déjà tous les éléments emblématiques. On a l'ouverture sur ce fameux gun barrel, donc ce plan d'ouverture qu'on retrouve dans chaque film où James Bond, on le voit à travers le canon d'un revolver et il tire à l'écran. Ils ont filmé en fait le canon d'un revolver, et puis il y a ce sang rouge qui dégouline. Exactement, sur l'écran. Donc ça devient instantanément culte. Ça, on a le générique d'ouverture aussi. Alors on n'a pas encore de chanson officielle, même s'il y a la fameuse chanson Under the Mango Tree qui revient plusieurs fois pendant le film. On n'a pas encore le générique trop iconique non plus, trop travaillé. Ça reste assez quand sobre. Même. Voilà, c'est un jeu avec des ronds de couleurs qui sera d'ailleurs parodié dans les OSS 117 par exemple. Donc ça marque quand même les esprits à cette époque-là. On a évidemment la musique de John Barry qui fera une bonne partie des BO, le thème principal qui a été composé par Monty Norman. C'est ça, oui, qu'on a oublié. On a un peu oublié parce que John Barry a fait toutes les BO suivantes et du coup on a eu tendance à lui attribuer la composition du thème, mais non, c'est un réarrangement de Monty Norman. C'est ça, il était arrangeur à l'époque et en fait, finalement, dans la culture pop, il s'est approprié un peu tous les droits, c'est-à-dire qu'on retient ce nom-là, quoi. Voilà, ça fait partie de ces artistes assez influents qui ont un peu été mis de côté. Sinon, dans les artisans à mentionner, il y a aussi le décorateur Ken Adam qui fera aussi une bonne partie des films par la suite. Ouais. Et ça participe aussi à ce qu'est la franchise, notamment ces décors grandiloquents pour les bases des méchants. Déjà dans ce film-là, on a des trucs assez incroyables. Ce sera un mec repéré par Kubrick aussi, Ken Adam. Je veux dire, il travaillera sur Dr. Strangelove notamment. Exactement. Et en fait, ce que tu dis là, l'avalanche de noms qu'on cite, c'est pas
c'est pas un hasard, c'est-à-dire que vraiment il y a toute une équipe derrière et chaque individualité participe en fait à la création de ce mythe-là dès le début. Parce que oui, il y a les bouquins d'Ian Fleming, mais il y a quand même ce Dr No qui est vraiment la pièce maîtresse qui va poser, comme tu dis, tous les codes aussi qu'on connaît. L'introduction de James Bond où on voit ses mains, on le voit en train de jouer au poker et puis on se dit mais qui c'est cet homme ? C'est comme ça qu'on te l'introduit jusqu'à te le montrer de visage. Cette scène, elle est assez incroyable. Qui parce êtes-vous ? James Bond. Voilà, quoi. en une scène, on le pose dans une partie de cartes et où il a un échange avec la fameuse Sylvia Trench qui lui dit oui, j'admire votre chance, monsieur. Et là, il répond Bond, James Bond. Le thème principal démarre et paf, le personnage est posé. On voit enfin le visage de Sean Connery et immédiatement, la figure vraiment est créée. Ouais. Et puis la figure aussi de l'homme viril, assez classe aussi, qui est également brutal, parce que dans ce film-là, il est brutal, il va tuer de 2 balles dans le dos un méchant à un moment donné, ce qui va participer aussi à créer le fait qu'à la fois, ça a ce côté un peu british, du mec un peu classe, qui va draguer des femmes, et là aussi, on pose ce personnage là-dessus, mais il y a aussi cette brutalité, et puis dans l'affrontement aussi physique, où on le voit dans la scène finale, tout ça c'est la particularité du Bond de Sean Connery, on le définit souvent comme le Bond qui est à la fois le plus élégant et le plus animal, parce qu'effectivement c'est très clairement le plus violent à la fois dans l'action et aussi dans la séduction. On pourra en rediscuter encore une fois par la suite, mais ça c'est aussi une chose intéressante qu'a fait Terence Young, c'est qu'il a aussi travaillé cet aspect-là et aussi mis en avant l'ambiguïté, parce qu'il s'amuse aussi à malmener au fil des films cette image de l'homme à femme et du macho et du gars agressif. Enfin, dans ce film-là ça va encore, mais dans les suivants il s'amusera vraiment à retourner par petites touches. Voilà, dès le film suivant, on en parlera la semaine prochaine. Restez branchés, mais c'est aussi quelque chose d'intéressant. Et dès le début, en fait, on a une franchise qui est aussi assez consciente d'elle-même et de ce que véhicule le personnage. C'est ça qui est intéressant aussi. Absolument. Et donc, Sean Connery, magistral aussi, alors que, comme tu le disais, lui-même ne croyait pas en lui, et puis personne n'y croyait vraiment, à part, en fait, les producteurs. C'est eux qui l'ont dégoté, qui se sont dit, mais il est inconnu, c'est très bien, c'est ça qu'il nous faut. Parce qu'on va créer un personnage iconique, et puis, il faut pas qu'il soit référencé par d'autres grands films, etc. Il faut quelqu'un d'inconnu qui vraiment joue le rôle un peu de sa carrière. C'est vrai que Sean Connery il fera énormément, et Terence Young aussi, parce que je trouve que ce film-là, vu là, on sent les restrictions de budget. Il y a qu'une seule voiture qui explose, en gros, pour caricaturer, c'est un peu ça. C'est la seule scène d'action, elle est là, et puis peut-être un petit affrontement dans la scène finale, mais c'est surtout les décors qui jouent pour beaucoup, et la mise en scène de Terence Young, justement, à travers des jeux de miroirs, dans ces grands espaces qu'il nous pose aussi en grand angle, les décors de Ken Adams, comme tu disais. Il y a le montage aussi, avec des inserts très précis, des close-up. Le montage qui est d'ailleurs assuré à l'époque par Peter Hunt, qui réalisera par la suite au service secret de Sa Majesté, et qui tente effectivement, pour l'époque, des trucs assez inédits. Par exemple, il fait pas mal de jump cut dans les scènes de combat, les mano à mano, et il teste quelques trucs comme ça qui dynamisent vraiment le montage et qui participent vraiment à l'efficacité du tout. Et dans la mise en scène également, Terence Young, moi je l'ai revu là dernièrement, donc c'est vrai que la mémoire est assez fraîche, mais c'est vrai qu'il y a des plans assez iconiques. C'est cette voiture qui crame et qui déboule une falaise en contre-plongée. On a James Bond qui s'évade aussi dans un conduit d'air, et puis qui d'un coup va se prendre un torrent d'eau sur la tronche. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont assez inventives, et où on se dit il n'y a pas besoin de spectaculaire. C'est ça, et assez immédiatement évocatrice, parce qu'un élément qu'on n'a pas mentionné, c'est évidemment la James Bond Girl, qui dans ce premier film est interprétée par Ursula Andress, qui est à moitié suisse, rappelons-le. Oui. Et ce plan où elle émerge de l'eau sur la plage avec son bikini et son couteau à la hanche, ça c'est aussi quelque chose d'intéressant, c'est que dans ce premier film, les James Bond Girls, des fois ça peut être vraiment des potiches et des rôles malheureusement assez sous-écrits, mais là on a vraiment une femme qui est aussi une femme d'action. Ouais, enfin, quand même assez peu, c'est-à-dire assez peu. Mais dans le style vestimentaire
l'univers, etc. Et puis dans la manière de suivre James Bond, oui, elle a ce côté un peu aventureuse et tout, mais après, elle participe pas encore, ça viendra quand même plus tard. Non, alors, ce sera plus étoffé par la suite, ça c'est clair, mais là on a vraiment un film qui pose, pour dire que c'est la première occurrence de la saga, on pose vraiment plein de choses qui seront fondamentales par la suite. Bikini d'ailleurs, qui aura marqué la pop culture et qui aura été vendu quelques dizaines ou centaines de milliers de dollars au début des années 2000. Ouais, pour la petite anecdote. Voilà ce qu'on peut dire sur Dr No. Est-ce que tu as autre chose à rajouter, Thibaut, sur ce film qui est un grand James Bond du coup? Grand James Bond, non, pas grand-chose, si ce n'est que voilà, moi ça m'impressionne à chaque fois que je le revois à quel point dès le départ vraiment on a toute la saga qui est condensée. Et alors évidemment que par la suite les bases seront approfondies, comme je l'ai dit, on n'a pas encore les gadgets ou ce genre de choses, mais c'est pas juste une introduction, c'est vraiment un film d'un seul tenant qui reste encore aujourd'hui d'une efficacité assez folle, je trouve. Exactement, et donc immense succès, comme je l'ai dit, au box-office, succès critique également, et puis là, ça y est, la machine est lancée, et puis on verra dans le prochain épisode que ça devient très vite une série de films, en fait, et qu'on va faire une saga avec une production un peu à la chaîne de films de James Bond en utilisant Sean Connery. On verra ça la semaine prochaine, donc tous les deux aussi, mon cher Thibaut, dans Bon baiser de Russie. En attendant, on vous conseille vraiment de voir ou revoir Dr No de Terence Young, qui est donc un excellent James Bond. Merci Thibaut. Avec plaisir, de nous merci avoir présenté ce tout premier film de la saga 007. Si vous avez apprécié cet épisode, eh bien vous nous le dites en commentaire. Dites-nous ce que vous pensez également du film. Quel est votre James Bond préféré, pourquoi pas, on veut savoir. Et puis on se retrouve la semaine prochaine donc pour un nouveau Vodka Martini. Ce sera Bon baiser de Russie, vous l'aurez compris. En attendant, vous retrouvez tous les épisodes du Saloon sur votre plateforme de streaming préférée. On vous dit à la semaine prochaine. Ciao!